Salam à toi mon ami, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que votre famille se porte bien. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Du stress, de la peur et de l'angoisse. Une grosse vidéo que je vous ai préparée avec des histoires perturbantes. Restez bien attentifs jusqu'à la fin car j'ai caché un mot dans cette vidéo qui vous permettra d'avoir accès à un secret sur moi. Je suis pas trop en train de faire le mec mystérieux là, je vous imagine derrière votre PC. Mogo, on en a rien à foutre de ton secret. Balance-nous ta vidéo, c'est ça qu'on veut voir. Calme-toi, je vous ai trop pris pour des monstres. Non, plus sérieusement, si vous trouvez ce mot, venez me voir sur Instagram Mogota-sama. Je vous dévoilerai un secret qui est très intéressant. Ce que je t'apprête à te dévoiler, ça en vaut la peine, crois-moi. Enfin bref, sans plus attendre, j'invoque le Mogo Junior. Hop là, le voilà. N'hésitez pas à détruire cette barre de like avec le petit Mogo Junior. Bam! Maintenant que c'est fait, on passe directement aux histoires. Éteignez votre lumière et laissez-vous emporter par ma voix. Je m'appelle Sacha. Cette histoire a eu lieu il y a 6 ans. J'avais 16 ans. Et j'ai commencé à vivre une histoire d'amour à distance avec mon ex-copain qu'on appellera Hugo. On vivait tous les deux dans le nord de la France, mais 120 km nous séparaient. J'habitais dans une petite ville à quelques kilomètres d'Amiens en Picardie, et lui habitait dans une petite ville au-dessus de Rouen en Haute-Normandie. Pendant notre scolarité, on essayait de se voir le week-end ou pendant les vacances. J'étais une élève studieuse. Et malgré que je sois très amoureuse, je faisais attention que cela ne gâche pas mes études. Pendant nos années lycée, on rêvait que d'une chose, que ça se termine le plus vite possible pour habiter ensemble. Quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait mes affaires et j'ai emménagé dans la ville de Rouen avec lui. Au début, pendant 2 ans, ça se passait plutôt bien. Mais petit à petit, on n'arrivait plus à s'entendre, donc on a tout simplement décidé de se séparer. Mais je tiens à préciser qu'on est resté en bons termes. Il fait partie de mes meilleurs amis et je m'entends très bien avec sa nouvelle copine. J'ai eu la possibilité de retourner à Amiens pour poursuivre mes études. Mais je me plaisais à Rouen et je m'étais fait un bon groupe d'amis. Je n'avais pas envie de perdre ce groupe et mes habitudes ici. J'ai choisi de rester à Rouen pour finir mes études. Nous avons alors rendu l'appartement. La rentrée étant passée depuis un moment, j'ai eu du mal à en retrouver un autre. Par chance, j'ai réussi à en retrouver un, mais avec quelques inconvénients. Rouen est en quelque sorte coupé en deux par la Seine. Il y avait 2 rives, rive gauche et rive droite. J'habitais en rive droite et c'était plus pratique pour moi pour les transports en commun, pour aller à l'université. Mais c'était chiant car je me retrouvais plus loin du centre-ville. Enfin bon, j'avais réussi à trouver un logement, alors j'allais pas me plaindre. J'étais dans un tout petit immeuble avec seulement 2 étages. Il y avait un rez-de-chaussée avec 2 appartements et un étage avec 4 petits appartements. J'étais alors locataire d'un appartement de 32 mètres carrés, avec une grande pièce et une salle de bain et une cuisine séparée. J'étais vraiment chanceuse car il était vraiment très spacieux. Mais ce qui me gênait, c'est que l'appartement n'était pas bien positionné et je me sentais pas en sécurité à vrai dire. À l'entrée de l'appart, il y a une porte qui peut être ouverte par tout le monde. Il suffit juste d'appuyer sur le bouton à côté de la porte, tout en poussant celle-ci pour entrer. Pas de digicode, rien. De plus, mon appartement donnait sur la rue d'un côté et sur le toit de l'entreprise en bas de chez moi de l'autre côté. Étant exposé à la vue des passants, j'avais souvent les volets baissés. Sinon, je mettais mes rideaux transparents pour avoir mon intimité. Pour ce qui est de l'intérieur, la porte d'entrée donne sur un petit couloir. Et au bout de ce couloir, il y a une grande pièce avec le salon à gauche et la cuisine à droite. Et dans le couloir de l'entrée, il y a une chambre et une salle de bain. Un appartement tout ce qu'il y a de plus classique. Et franchement, j'étais assez contente. Vers le milieu de ma 3e année, soit 1 an de célibat, ma meilleure amie Emmy insistait pour que je me retrouve un nouveau copain. Un soir, alors que j'étais avec elle, sous son insistance, je me suis inscrite sur Tinder. Je ne croyais pas trop aux applications de rencontres, et elle non plus à la base. Mais ça a changé quand elle a rencontré son copain sur l'application. Et ça faisait 3 ans qu'ils étaient ensemble. J'ai alors tenté le coup et je me suis inscrite. J'ai parlé avec quelques personnes, tout sympa mais aucune ambiguïté. Quelques semaines après, j'ai matché avec un garçon, David. J'avais été intéressé par son profil car nous avions le même passe-temps comme la musique, le sport et nous étions tous les deux en fac de psychologie. Il était en master et moi en 3e année de licence. Nous avons parlé pendant plusieurs jours d'affilée et ça marchait plutôt bien. Jusqu'à ce qu'il me propose que l'on se voit. J'aime prendre mon temps. Et je me voyais pas accepter au bout de 4 jours de discussion seulement. En plus, on rigolait beaucoup par message, sans pour autant parler de nos vies. Quand j'ai refusé, il a quand même continué à insister, ce que je trouvais lourd parfois. Le problème, c'est que je le voyais pas comme un petit copain, mais plus comme un ami. Ah là là, la friendzone, c'est dur, très dur. Je lui ai alors dit que je n'étais pas sur Tinder pour trouver un copain,
mais pour me faire des amis pour éviter de lui faire de faux espoirs. J'essayais de lui faire comprendre que c'était pas possible, et que c'était pour ça que je refusais son invitation. Il a fini par comprendre et a arrêté d'insister. Le même soir, je lui dis que je vais me coucher et nous arrêtons alors la conversation. Le lendemain, après une journée fatigante, je m'installe chez moi devant la télé avec Amy qui passe la fin d'après-midi avec moi. On était tranquille jusqu'à ce que je reçois un appel masqué 5 fois d'affilée. Quand je décrochais, la personne raccrochait et ça continuait, encore et encore. J'ai la tête sur les épaules et je suis souvent embêté par les publicités ou autres. Alors je me suis dit franchement que c'était que dalle. Mais Amy commençait à psychoter et s'imaginer plein de trucs. Je la rassure et on continue notre séance télé avec un café et des biscuits. Vers 6h de l'après-midi, elle repart pour rentrer chez elle. Je saisis alors mon téléphone pour prendre des nouvelles de David. Je parle de ma journée et lui aussi. Comme il est dans la même école que moi, on parle des profs qu'on a eus et qu'il doit avoir encore aujourd'hui. Cependant, je me rends compte qu'on n'avait pas le même avis. Quand je lui pose la question pour Madame Moineau, il me répond qu'elle est super et que son cours est top, alors que je pense totalement l'inverse, et ça pour tous les professeurs. On argumentait sur le sujet, puis ensuite on a parlé de nos vies. Je me lève pour éteindre les lumières et fermer les volets donnant sur le toit de l'entreprise. J'allume des petites lumières pour éviter que toute la rue voit ce qui se passe chez moi. La journée, personne ne voit chez moi grâce aux rideaux transparents, mais moi je vois dehors. Mais quand il fait nuit et qu'une grosse lumière est allumée, tout le monde peut voir ce que je fais. Donc forcément, je suis obligé de fermer les volets. Je reprends mon téléphone et je continue de parler avec David. Il m'a dit qu'il a fait école de psychologie pour aider les autres. Il me disait qu'il aimait aider les gens, les écouter, car lui aussi avait des problèmes dans sa jeunesse, donc il aimait faire le bien. Il me dit qu'il habite à Rouen depuis sa naissance, qu'il est musicien et qu'il travaille dans une association pour sans-abri. Je lui réponds que c'est génial, que de nos jours, aider les gens, c'est vraiment admirable. Faire du bénévolat dans des assos, je trouvais ça magnifique. Je lui ai dit que j'aimerais faire ça aussi, mais que je manquais de temps avec les études et mon appartement. Il a tout de suite rebondi en m'expliquant qu'on devait se voir. Comme ça, il me parlerait de l'association et que je trouverais du temps pour venir. Je lui ai dit que je réfléchirais et que ce serait très intéressant. Je lui ai ensuite parlé de moi, de ma vie sentimentale, et lui explique que maintenant, je suis sur la rive gauche et que je rentre à Amiens le week-end. À côté de notre conversation, j'ai aussi parlé avec Amy et d'autres copines de la fac. La soirée passe et après quelques coups de fil toujours en masqué, je me lève et je me dirige vers ma cuisine. Je ferme mes autres volets donnant sur la rue et je vois un homme sur le trottoir d'en face en train de regarder à ma fenêtre. Je me baisse alors d'un coup car je trouvais ça bizarre. Je marche alors accroupi jusqu'au salon et je m'éloigne petit à petit de la fenêtre. Je m'écarte pour ne plus être dans le champ de vision de l'homme. J'éteins toutes les lumières sauf celle de la télé et décide de m'installer dans mon canapé quelques minutes. J'envoie un message à Amy pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Elle trouvait ça bizarre mais sans plus. Je me dis alors que ça doit être juste un mec qui attend quelqu'un. Mais dans le doute, j'attends quand même avant de fermer le volet. Et entre-temps, je continue de parler avec David. Je continuais mes petites affaires jusqu'à ce que j'entende des bruits semblables à des petits impacts sur ma fenêtre. Je me suis dit que c'était rien, jusqu'à ce que ce bruit retentisse à nouveau. Quelqu'un était en train de lancer des choses semblables à des petits cailloux sur mes fenêtres. Prise de panique, j'éteins ma télé et je me dirige tout doucement vers la fenêtre. Arrivé dans la cuisine, je décide de ne faire aucun bruit et de laisser juste mes yeux pour voir ce qu'il y avait dehors. La chance que j'avais, c'est que le lampadaire le plus proche de mon immeuble, lorsque je suis à la fenêtre de ma cuisine, est à l'angle de ma rue, donc il ne reflète pas dans mon appartement. Mais l'inconvénient, c'est que la rue est mal éclairée et sombre, donc on ne peut pas voir grand chose. Je reprends donc et je regarde à ma fenêtre et je suis tétanisé. Un homme était en train de lancer des cailloux à ma fenêtre. Aucune idée de savoir si cet homme était le même que tout à l'heure, mais je suis persuadé que c'était celui-ci. Manque de chance, ma rue n'est pas très fréquentée, sauf en journée quand il y a une boulangerie et un bar tabac. Ainsi, cet homme a continué pendant au moins 10 minutes. Ne pouvant pas fermer mes volets, je rampe jusqu'au salon et j'envoie un message à Amy. Et elle me dit qu'elle arrive tout de suite avec son copain. David, qui s'inquiétait, me spamme de messages sur Tinder. Je lui explique alors la situation. D'une grande gentillesse, il me dit « Vas-y, donne ton adresse, j'arrive tout de suite et je vais m'occuper de lui. » Je lui réponds que ça va aller et qu'une amie est en route. Il me demande alors s'il veut que je vienne chez moi pour faire le gardien en quelque sorte. Je lui réponds que ça va aller et que mon ami ne devrait pas tarder. Alors que Amy et son copain arrivent en voiture, elle m'appelle et me dit où est le mec. Je lui réponds en donnant la position de celui-ci, mais malheureusement quand ils sont arrivés, il n'était plus là. Amy et son copain ont passé la nuit chez moi, parce que j'avais peur. Et le lendemain, à la première heure, je me rends au commissariat pour expliquer la situation. Je ne peux pas porter plainte car je n'ai aucun détail physique de l'homme en question. Mais il me promettait de faire attention et de faire des rondes dans le quartier. Je ne suis pas allé à la fac. Je suis resté chez moi pour me reposer et j'ai fait le tour des appartements de l'immeuble pour demander s'ils avaient vécu des choses similaires. J'ai passé la journée à me détendre dans mon canapé. J'ai parlé avec ma famille mais je leur ai rien dit parce que ma mère est très anxieuse et je voulais pas l'inquiéter. Et j'ai regardé des séries Netflix, des live Twitch histoire de me changer les idées et de rire un peu. Quand le soleil commence à se coucher, je ferme les volets des deux côtés de l'appartement. Et surtout, je vérifie que ceux de la chambre sont bien fermés. Ils sont toujours fermés comme ils donnent sur une partie du toit de l'entreprise et sur une partie de la rue de l'autre côté
de l'immeuble. J'ouvre seulement mes fenêtres de temps en temps pour aérer, mais toujours avec les volets fermés. Comme il y a peu de hauteur entre la fenêtre du salon et de la chambre avec le toit de l'entreprise, j'ai toujours eu peur que quelqu'un puisse monter à ma fenêtre. Amy me propose de faire comme hier, de passer la soirée chez moi avec son petit copain. J'ai refusé et je lui ai expliqué que les policiers vont faire des rondes et que les voisins sont au courant de toute façon. Je la rassurais comme je pouvais, je lui disais de pas s'inquiéter et que j'allais assurer. La soirée se passe tranquillement. Je parle avec David et il me propose que l'on se voit 2 jours après dans un bar au centre-ville de Rouen. Il voulait absolument qu'on se rencontre pour parler de l'association. J'accepte sans réfléchir en me disant que j'allais être remise de mes émotions et que ça allait changer mes idées, pourquoi pas. Mais au moment où je m'endors sur le canapé du salon, j'entends de nouveau des bruits d'impact sur mes volets. Je me calme en me disant que de toute façon, ça peut pas aller plus loin. C'est que des lancers de cailloux et les flics vont s'en charger de toute façon. Croyez-moi, je me rassurais comme je pouvais. Bien que je commence à prendre peur, les bruits s'arrêtent seulement quelques minutes après. Je me lève alors et je vais dans ma chambre pour m'installer et m'endormir. Alors que je commence à m'endormir, j'entends le bip de la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrir et la porte claquer. Comme un de mes voisins, mon voisin d'en face est étudiant et fait beaucoup de soirées d'intégration. Je me dis qu'il doit rentrer d'une petite soirée et qu'il était dans un bar. J'entends alors des pas dans l'escalier, mais pas de bruit de porte. J'entends des tout petits bruits de pas comme si quelqu'un tournait sur le palier. Et c'est là que j'entends un bruit de glissement sur ma porte d'entrée. Je fais comme si de rien n'était et je fais le moins de bruit possible en écoutant tous les moindres mouvements, téléphone à la main. Au bout de quelques minutes de grand silence, j'entends à nouveau des pas qui se dirigent vers l'escalier. L'immeuble n'est pas très bien insonorisé et les escaliers sont très grands. Ils sont en bois donc on entend tout quand on est près de la porte. Je me sens alors rassuré quand j'entends la porte se fermer. Je décide d'aller aux toilettes avant de retourner au lit. En sortant des toilettes, j'étais à nouveau effrayé. J'entendais à nouveau des bruits de lancer de cailloux contre mes volets. Mais cette fois, à côté du salon. Cela ne dure que quelques secondes, alors je retourne me coucher. Mais alors que je commence à fermer les yeux, ce ne sont plus des bruits de cailloux contre mon volet que j'entends, mais quelqu'un qui était en train de frapper au volet de ma chambre. Prise alors de panique, je me lève tout doucement pour aller jusqu'à ma cuisine et appeler la police. J'entends la police arriver et les bruits qui perdurent et qui perdurent. Au bout d'une dizaine de minutes, les bruits s'arrêtent et la police arrive enfin. J'explique à l'un d'eux ce qui s'est passé, pendant qu'un autre inspectait les environs pour voir s'il y avait quelqu'un. Ils ont fait le tour de l'immeuble, de l'entreprise et montent même sur le toit de l'entreprise, accessible par une sorte d'échelle. Après presque 45 minutes, les policiers partent et me disent que c'était peut-être juste un squatter. Pour eux, c'était rien de très grave, juste une personne qui a pris l'échelle un peu en hauteur et qui est montée. Ils ont trouvé des paquets de cigarettes vides, une bière, etc. Ils finissent par me rassurer en me disant qu'ils allaient renforcer les rondes dans le quartier et aller voir avec l'entreprise pour retirer cette échelle. Je vais alors me recoucher, même si je peine à trouver le sommeil. J'ai dû dormir seulement 2 heures avec toutes ces histoires. Le lendemain, rien à signaler. Je suis allé en cours l'après-midi et des copines sont venues passer la soirée chez moi pour que je me sente en sécurité. Le matin, j'ai parlé à David de ce qui s'était passé et il a insisté pour venir me protéger. Je trouvais ça bizarre. Il a vraiment insisté, mais j'ai refusé en lui disant que des copines venaient ce soir. La soirée venue, nous parlons avec mes amis et je lui parle de mon rendez-vous qui avait eu lieu avec David le lendemain. Je n'avais plus trop envie d'y aller avec tout ce qui se passait. Je préférais rester chez moi honnêtement, mais elle me disait que ce serait super, allez, sors, vas-y, fais un tour, va avec lui. Elles étaient là à me dire que ça me changerait les idées et que peut-être qu'il allait me plaire finalement. Je leur explique que je trouve certains de ses comportements bizarres, qu'il insiste énormément pour venir chez moi. Ou même que quand on parle de la faculté de psychologie, on a l'impression qu'il ne connaît pas les profs. Il m'a même dit qu'il allait à pied à la fac, alors que c'est beaucoup trop loin de chez lui pour y aller à pied. Il est en centre-ville et la faculté est dans les hauteurs, à Mont-Saint-Aignan. Il faut énormément de temps à pied. Mes amis me rassurent en me disant qu'il aime marcher, moi je trouvais ça bizarre. Et que pour les professeurs, il avait juste un avis qui divergeait par rapport au mien. Ou dans le pire des cas, il a menti sur la fac de psychologie pour se rapprocher de moi. Après de longues négociations, je finis par confirmer le rendez-vous de David pour le plus grand bonheur de mes amis. Mais je leur ai demandé de venir aussi et de se mettre à une autre table afin d'observer parce que je devenais parano, je vous jure. Ces derniers jours, il y avait tellement de choses bizarres, je devenais paranoïaque. Celles-ci ont accepté et étaient justement très heureuses de pouvoir voir notre rencard. Le lendemain, je n'avais qu'une heure de cours en amphithéâtre et je n'y suis pas allé. Et de toute façon, j'avais dormi trop en retard. Comme tous les matins, j'aère l'appartement. D'autant plus ce jour avec l'odeur de tabac froid suite à notre soirée entre copines. Je me détends jusqu'à 15h30 où je décide de me préparer et je grignote un petit truc. Juste après ça, je pars pour retrouver David au centre-ville dans un petit bar pour 17h. Mais avant, je prends la précaution de fermer les volets du salon mais de laisser ouverts les fenêtres pour l'aération. J'arrive dans le bar en question et rencontre enfin David, un grand homme brun et barbu. Il était vêtu d'un sweat noir avec un logo Guns N' Roses, un jean et des baskets et une tenue sobre. Il était très souriant, mais avec de grandes
cerne et paraissait un peu fatigué. Je le taquine là-dessus en lui demandant ce qu'il a fait cette nuit. Et c'est là que je vois son visage souriant se transformer en quelqu'un qui était gêné. Il contourne le sujet rapidement en me répondant juste rien de spécial et toi ta soirée entre copines. J'ai trouvé ça bizarre mais j'ai laissé tomber. Nous nous installons en terrasse malgré la fraîcheur. Ça nous permettait de fumer tranquillement et à la suite de ça on commande chacun une pinte de bière. On continue la conversation et il me parle de l'association et j'en apprends un peu plus sur sa vie. Mais là encore il contourne et répond brièvement. Je le sentais vraiment fermé. En revanche, il me posait plein de questions sur ma vie. Au bout d'une vingtaine de minutes, je vois mes amies arriver au loin. Elles s'installent au fond comme si on se connaissait pas. Elles étaient installées à l'autre bout de la terrasse. Après 2 heures de discussion, David me demande « Tu connais ces filles là-bas? Elles ne font que nous regarder. » Les filles ne faisaient que nous observer et ricaner, alors David a compris. Je lui explique alors qu'elles voulaient nous espionner. Et je vois que David commence à se fermer et à être agacé, voire agressif. Je m'excuse en lui expliquant que je n'étais pas sereine, qu'en ce moment je devenais parano suite à des événements. J'étais en train de lui dire que de toute façon, elle n'allait pas tarder à partir. Il commence par s'énerver, puis s'excuse et devient de nouveau souriant d'un seul coup. C'était vraiment bizarre, mais je voyais que mes copines le perturbaient et que ça le gênait qu'ils étaient là. Pour qu'il retrouve le sourire, je prétexte un SMS à ma mère et j'envoie un message à Amy pour lui dire de partir avec toutes les copines. Je lui disais que ça gênait David et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que tout se passait bien. Vers 20 h, je commence à faire comprendre à David que je ne vais pas tarder à rentrer. Car même si j'étais bien couverte, j'avais froid et j'avais mal dormi, donc j'étais très fatigué. Il insiste d'abord pour prendre un autre verre, mais je refuse en lui disant que je ne tiens pas l'alcool et que je suis déjà pompette. Mais malgré cela, il insiste encore et encore. Quand il comprend enfin, il insiste pour qu'on mange ensemble chez moi, mais je refuse encore une fois. Il commence à s'agacer car il prétend vouloir vraiment passer la soirée avec moi. Je commence à trouver ça de plus en plus bizarre et je lui dis que je suis trop fatigué, que je ne veux pas. Il s'excuse et me dit que s'il a agi comme ça, c'est qu'il m'apprécie et qu'il aurait aimé passer la soirée avec moi et qu'il a également peur avec le mec qui rôde dans les parages. Je le rassure et il accepte enfin que je rentre chez moi. Au moment de partir, je vois qu'il attend que je l'embrasse, mais je lui fais la bise. Friendzone. Sur le chemin du retour, il m'envoie des messages en me disant qu'il a adoré ce moment, mais qu'il aimerait vraiment qu'on passe la soirée ensemble. J'ignore son message et j'appelle Amy pour débriefer de ce rencard. Je lui explique qu'il est très sympa, mais que je ne sais rien de lui. Qu'il n'a pas ou peu répondu à mes questions, c'était juste dans un sens. C'était lui qui me posait H24 des questions. Quand c'était à moi de lui demander des choses, il était toujours en train d'esquiver. C'était vraiment bizarre, vraiment. Et en plus de ça, qu'il ne faisait qu'insister pour venir passer la soirée chez moi. Amy trouve ça aussi bizarre et glauque que moi, et me dit petit à petit de couper les ponts car il a l'air spécial. On en a tiré la même conclusion. Soit il voulait juste me baiser, soit il était bizarre. Arrivé chez moi, je décide de prendre une douche. Je prends quelques affaires dans ma chambre et je me pose un peu le temps que le bain chauffe. Puis j'y vais. J'éteins le chauffage, commence à me déshabiller et je pose mon téléphone sur le lavabo, puis je vais me doucher. Alors que je suis sur le point de finir, j'entends des bruits bizarres. J'arrête l'eau pendant quelques minutes et comme je n'entends rien, je finis par me rincer. Jusqu'à un moment où j'entends un gros bruit en provenance du salon. J'ai coupé l'eau d'un seul coup et je n'ai plus fait de bruit. Alors que je pensais que quelqu'un envoyait des cailloux, j'ai entendu des pas chez moi. Instinctivement, je me tétanise pendant quelques secondes et j'ai envie d'hurler. J'entends quelqu'un marcher dans mon salon. Alors que les pas se rapprochent de la salle de bain, je vérifie que le verrou soit bien verrouillé et j'actionne l'eau de ma douche à fond. Manque de chance, je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain. Je décide alors de profiter du bruit de la douche pour appeler la police discrètement et leur dire de venir en toute urgence car il y a quelqu'un chez moi. Je me rapproche tout doucement de la porte pour entendre ce qui se passe. J'entends des bruits de porte de placard et tout un sorte de bruit bizarre, des sacs plastiques, comme un sac poubelle on dirait. Je me suis dit que c'était peut-être un cambriolage. Enfin, c'est ce que je croyais. Malgré la peur, je respire doucement et essaie de garder mon calme pour ne pas respirer fort ou crier. Ma porte d'entrée était verrouillée et un homme était chez moi en train de cambrioler. Croyez-moi, garder son calme était très dur. Tant un bruit énorme, comme si on avait explosé un mur. C'était la police qui avait enfoncé la porte. Ce bruit qui a été suivi par la phrase suivante. Police, au sol, les mains sur la tête. J'entendais des policiers fouiller l'appartement et un homme gémir criant qu'il n'avait rien fait et qu'il habitait ici. Un policier a essayé d'ouvrir ma porte alors qu'ils emmenaient l'homme en dehors de l'appartement. Il me demande, vous êtes là? Tout va bien? Alors j'éclate en sanglots et impossible de répondre. Il me demande de patienter quelques minutes avant d'ouvrir la porte pour ma sécurité. Les policiers ont inspecté l'appartement pendant une dizaine de minutes et je suis sorti de la salle de bain. Un policier se dressait derrière la porte. Il y en avait un qui prenait une photo de mon salon, 2 autres qui parlaient de ce qui venait de se passer et un autre qui était en train de plier une bâche. Ce policier dressé devant la porte me dit qu'il doit me parler. Je referme la porte et je m'habille. Je vais m'asseoir dans le canapé et je remarque que le volet de la fenêtre a été forcé. Il me demande si je connaissais l'homme qui était chez moi, car il était connu des
service de police et qu'il s'appelait Charles. Je lui réponds que je ne sais pas à quoi il ressemble, donc ça me disait rien. Il me décrit alors l'homme en question. Grand, brun, barbu, habillé d'un sweat noir. Je commence à comprendre et leur demande si le sweat en question portait le nom d'un groupe de rock, avec des armes et des roses dessus. Leur réponse, oui, c'est exactement ça. David n'est pas David. C'était une fausse identité. Je leur explique qu'il m'a dit qu'il s'appelait David, qu'il était de Rouen, et je leur donne toutes les informations que j'ai sur lui. Le policier me regarde d'un air désolé et me confirme mes soupçons. Il m'explique que cet homme s'appelait Charles en réalité, qu'il est connu par les forces de l'ordre pour harcèlement. Et le pire arrive. À la fin de notre rencard, Charles, ou David de son faux nom, m'a suivi jusqu'à chez moi en voiture, et lorsque je suis rentré, il a escaladé le toit de l'entreprise d'à côté et a brisé mon volet pour pouvoir rentrer chez moi. Il aurait disposé une grande bâche dans mon couloir et aurait pris les sacs poubelles dans mon placard sous le lavabo. Il était en train d'attendre derrière ma porte avec un couteau. J'ai éclaté en sanglots. Impossible de m'arrêter. Après ça, j'ai porté plainte, jugement et tout ce qui s'ensuit. J'ai appris par la suite qu'il s'est renseigné sur moi quand on a commencé à parler sur Tinder. Il a trouvé mon numéro de portable et c'est lui qui a appelé en numéro masqué. En faisant des recherches sur moi, il a trouvé mon adresse et venait pour m'espionner. Quand il ne me voyait pas, il lançait des cailloux pour que j'apparaisse à la fenêtre. C'est donc lui qui est venu frapper à mes volets et qui est venu jusqu'à la porte de mon appartement pour s'introduire chez moi. C'est également pour ça qu'il voulait venir chez moi pour me protéger de ce mec qui n'était autre que lui-même. À la suite de cette histoire, j'ai appelé mes parents. J'ai pris toutes mes affaires et mon père est venu me chercher pour me ramener à Amiens. Mes parents se sont occupés de mon déménagement et je n'ai plus jamais remis mes pieds à Rouen. J'ai repris la licence l'année suivante à Amiens et depuis je me suis reconstruit mais j'ai encore des séquelles. Je ne sors plus seul le soir par exemple et je psychote facilement. Depuis tout ça, j'ai eu mon master en psychologie. J'ai un fiancé que j'ai rencontré à la fac d'Amiens et je vois toujours mes copines de Rouen. Aujourd'hui, elles s'en veulent toujours de m'avoir poussé à accepter le date. Je ne l'en veux pas, elles voulaient bien faire. J'ai frôlé une mort atroce, mais heureusement, j'ai évité ça. Une histoire qui reflète beaucoup trop ce qui peut se passer de nos jours. Ce qui est flippant avec ce thread, c'est qu'on va au moins une fois dans notre vie rencontrer un psychopathe. C'est juste obligé. Parfois, ce sera même sans s'en rendre compte. T'es là, t'es tranquille, et du jour au lendemain, tu vas faire la rencontre qui va bouleverser ta vie. Quand on voit tous les faits divers dans le monde, je vous promets, il y a de quoi devenir bien parano. Là, dans l'histoire qu'on vient de voir, heureusement, ça finit assez bien. Mais par contre, psychologiquement, c'est pas trop ça. Tu finis traumatisé et choqué par des histoires pareilles. Parfois, il faut plusieurs années pour ne plus y penser et passer à autre chose. Enfin bref, je vous propose de continuer avec le thread suivant. Restez bien jusqu'à la fin parce que les histoires qui vont suivre, vous êtes pas prêts. Let's begin. J'ai toujours su qu'il y avait un truc bizarre avec mon sous-sol, mais je n'avais aucune idée à quel point la vérité pouvait être terrifiante. Je me souviens quand j'ai vu la maison pour la première fois. J'avais 7 ans et mes jeunes parents venaient d'acheter leur première maison. Je détestais vivre dans le petit appartement miteux où nous habitions auparavant. Quand on est arrivé à la nouvelle maison, on avait les yeux qui brillaient. J'étais émerveillé en découvrant à quel point c'était spacieux. Je suis directement monté pour voir ma future chambre. J'étais tellement excité d'avoir ma propre chambre et de ne pas avoir à la partager avec mon frère en bas âge. Pendant mon exploration, je suis finalement descendu dans la cave. Le sous-sol n'était en rien comme le reste de la maison. En surface, l'intérieur était élégant et chic. La cave, elle était froide, vide et malodorante. Le plafond était parcouru de vieux tuyaux sinueux et le sol simplement couvert d'une dalle de ciment. Je me souviens avoir jeté un coup d'œil à l'escalier et j'étais immédiatement surpris de voir à quel point il était étrange. L'escalier était encadré par 2 cloisons de plâtre qui tranchaient le reste du sous-sol. Une section de la paroi avait une couleur différente du reste. En particulier une section de la paroi, elle faisait tache dans le décor. Je me suis rapproché et je l'ai tâté. La texture était vraiment différente de l'autre. Elle était très étrange. J'ai alors toqué dessus et un écho a brisé le silence. Quelque chose dans ce son inattendu m'a tout de suite mis mal à l'aise. J'ai monté l'escalier et je pouvais toujours entendre le même écho dans le sous-sol vide. Alors qu'on commençait à s'installer dans la maison, j'ai commencé à me mettre à l'aise vis-à-vis de mon nouvel environnement. La maison devenait de plus en plus familière. Toute la maison, sauf le sous-sol. Il venait toujours me rebuter et j'évitais cet endroit le plus que je pouvais. Notre famille n'aurait pas pu être plus heureuse. Moi et mon frère recevions tout l'amour possible de nos parents. Ma vie était parfaite. Puis ça a commencé. J'ai commencé à entendre des bruits étranges. Quand je l'ai signalé à mes parents, ils m'ont fait le grand classique, comme quoi c'était le bois qui travaillait. Une nuit en particulier a pourtant bien démontré que quelque chose n'allait pas. J'étais descendu à la cuisine pour prendre quelque chose à grignoter. Et au moment de fermer la porte du réfrigérateur, j'ai entendu comme des tapotements dans le silence de la nuit. J'ai tendu l'oreille pour voir si je déterminais d'où le son provenait. J'ai alors réalisé que ce son venait du sous-sol. Je me suis donc dirigé vers la porte de la cave et je l'ai ouverte, accueilli par l'obscurité. Mes
Mes oreilles se sont dressées, il était là à nouveau, ce bruit creux de tapotement. C'était le même son que j'ai entendu la première fois lorsque j'ai visité le sous-sol. J'ai à la suite de ça allumé les lumières pour descendre l'escalier pour y jeter un coup d'œil. Les bruits continuaient. Tandis que je descendais la première marche, la peur m'a envahi. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis retourné et j'ai couru dans ma chambre pour me cacher. Je me suis faufilé dans mes couvertures jusqu'à ce que la lumière du matin laisse sa place à une nouvelle journée. Je me souviens le lendemain, quand j'ai descendu les escaliers, premier debout, et je me suis dirigé au salon pour jouer à la Nintendo. Sur mon chemin, je suis passé devant la porte du sous-sol. Elle était fermée. Même si j'étais en panique, quand je suis retourné dans ma chambre la veille, je me souvenais très bien avoir laissé la porte ouverte et les lumières allumées. Sur le moment, je me suis dit que mon père ou ma mère avaient dû le faire. Et moi, je me suis plongé dans ma partie de Super Mario Kart. Plus tard, j'ai mentionné l'incident à mes parents. Et ils m'ont assuré que ce que j'avais entendu était uniquement le son de la chaudière. Je vous avoue que j'étais sceptique, mais ouvert à toute explication logique. Environ un mois après avoir emménagé, ma mère m'a demandé de remonter du linge propre du sous-sol, là où se trouvait notre machine à laver. J'ai accepté à contre-cœur. On était au milieu de la journée, et suffisamment de temps s'était écoulé pour atténuer la peur que j'avais ressentie une semaine plus tôt. J'ai allumé les lumières et j'ai descendu les marches 4 par 4. Je pouvais entendre l'écho de mes pas, et j'avais des sueurs froides sur le front. Arrivé à la dernière marche, j'ai brusquement senti une odeur nauséabonde. Mes parents m'ont dit qu'il y avait une souris morte quelque part dans la cave, et m'ont assuré qu'ils allaient la retrouver. Je me suis dirigé vers la machine à laver. J'ai saisi les chaussettes et je les ai enfouies dans le panier à linge. Après avoir fermé la porte de la machine, j'ai examiné les alentours. Le silence de la cave était si étrange. Puis je l'ai entendu, un murmure presque inaudible. Au début, je pensais que c'était quelqu'un à l'étage, comme si sa voix se propageait dans le sous-sol. Cependant, ce n'était pas le cas. Ce bruit venait vraiment du sous-sol, sous l'escalier. Alors que je restais figé par la peur, le murmure est devenu de plus en plus fort, bien que toujours à la limite de la perception humaine. Ce qu'il disait était incompréhensible pour mes jeunes oreilles. Puis il s'est arrêté, aussi vite qu'il a commencé. Je me suis déplacé vers les escaliers, en gardant un œil sur la partie bizarrement colorée de la cloison de plâtre. Alors que je m'apprêtais à m'éloigner de tout ça, le moment le plus terrifiant de ma vie s'est produit. Un gros bruit sourd a secoué les escaliers, presque au point de me faire tomber à la renverse. J'ai monté les escaliers aussi vite que mes jambes me le permettaient, les larmes aux yeux. J'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Ils ont fait de leur mieux pour me rassurer, mais rien de ce qu'ils disaient ne pouvait apaiser mon esprit. Je leur ai dit que je n'aurais jamais dû descendre dans le sous-sol. Ils ont pris ma terreur au sérieux, car ils ont honoré ma demande. Ils ne m'ont plus jamais envoyé dans la cave. Après 3 mois dans la maison, les choses étaient revenues à la normale pour moi. Et honnêtement, il y a une période de 2 semaines où j'étais parfaitement serein. En fait, c'était probablement la dernière période de ma vie où j'ai connu une telle sérénité. Un moment en particulier me vient à l'esprit. Je me souviens avoir soulevé affectueusement Jonathan au-dessus de ma tête, quand sa tétine était tombée de sa bouche. Je me souviens lui avoir fait un gros câlin, et je me souviens de son odeur. Cette merveilleuse odeur que les bébés émettent. C'était la dernière fois que j'ai senti ce parfum. Tout s'est anéanti pour moi et mes parents, la nuit du 2 juillet 1991. C'est le jour où Jonathan avait disparu. Une demande de rançon avait été griffonnée dans un anglais à peine lisible, et laissée dans son lit, exigeant 20 000 $ en espèces. Le morceau de papier informait mes parents que s'ils appelaient la police, Jonathan serait exécuté. Mes parents se sont isolés dans leur chambre et je pouvais les entendre se disputer sur la décision à prendre. Ma mère a finalement convaincu mon père et ils ont appelé la police. Le lieu et l'heure pour l'échange avaient été indiqués sur la note. Aussi, la police avait mis en place une écoute au cas où le ravisseur se décidait à appeler. J'ai demandé à mes parents et aux policiers s'ils avaient soigneusement fouillé la maison au cas où le ravisseur serait encore là. Ils m'ont assuré qu'ils avaient tout fouillé et que Jonathan serait vite récupéré. Mais une idée avait germé dans mon esprit. Une idée qui allait grandir et s'enraciner en moi pour le reste de ma vie. Mes parents ont suivi les instructions. Ils ont déposé de l'argent et ont attendu l'emplacement indiqué pour retrouver Jonathan. Le ravisseur n'est jamais venu. Et inutile de vous dire que ça a déchiré ma famille. Les semaines ont passé, il n'y avait pas de nouvelles de Jonathan. Mes jeunes parents dynamiques n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes, ma mère en particulier. Elle s'en voulait d'avoir appelé la police. Et elle se disait que c'était l'une des raisons pour laquelle ils n'ont jamais retrouvé Jonathan. Une nuit, alors que ma mère était en train de pleurer en buvant une bouteille de vin, j'ai finalement décidé de lui parler de la théorie que j'avais en tête. Je lui ai dit que je pensais que c'était peut-être celui qui était sous l'escalier qui avait pris Jonathan, et qu'il était encore peut-être vivant. Elle a frappé mon visage si fort que j'ai cru voir des étoiles. Elle a crié sur moi, et sa culpabilité s'exprimait comme de la rage. Elle m'a dit d'arrêter mes conneries de gamin. Elle me disait d'accepter que Jonathan avait été emmené par un putain de malade, et qu'il était mort. Mon enfance avait été détruite ce jour-là. J'avais envie de prendre un marteau et de tout défoncer autour de moi, de défoncer l'escalier qui cachait peut-être mon frère. Mais la peur était trop forte en moi pour le faire. Ma famille a déménagé peu de temps après cet incident. Je me souviens avoir eu l'espoir de jours meilleurs à ce moment, mais il s'est rapidement évaporé. Mes parents ont divorcé, ne supportant plus de partager leur douleur. Et moins d'1 an après, ma mère s'est suicidée. La culpabilité l'avait submergée sans doute. Mon père, lui, a fait de son mieux pour m'élever, mais l'ombre de Jonathan était toujours suspendue au-dessus de nos vies. 20 ans plus tard,
J'ai commencé à repenser à la disparition de mon petit frère et à la colère que j'avais ressentie. Ma famille avait eu la chance de jouir d'une vie normale et satisfaisante, mais elle avait été brisée par celui qui nous l'avait pris. On ne m'avait pas juste volé un petit frère. On m'avait volé une chance d'être heureux. En grandissant, j'avais fini par accepter la version officielle des événements. Mais ces derniers temps, la curiosité avait recommencé à occuper mon esprit. Je suis retourné dans notre vieille maison pour constater qu'elle était abandonnée. Des idées ont commencé à tourbillonner dans ma tête. Un soir où j'avais bu, l'ébriété me donnait du courage. Je me suis introduit dans la maison, j'avais décidé de le faire. Je me doutais que je n'allais rien trouver sous l'escalier du sous-sol, mais j'espérais que ça allait achever un trop long chapitre de ma vie et me permettrait de tourner la page. À mon grand désarroi, les escaliers sonnaient comme à mon souvenir. C'était exactement pareil, un bruit creux a envahi le vide du sous-sol. Arrivé en bas, j'ai examiné la cloison. Toujours cette petite zone à la couleur étrange, aussi sinistre que quand j'étais enfant. Cependant, la peur n'allait pas m'arrêter. En fait, j'ai ressenti l'inverse, un courage que je n'avais pas eu depuis longtemps. Le moment de vérité était venu. Avec toute la force accumulée que j'avais en moi pendant toutes ces années, j'ai foncé contre le mur et j'ai défoncé la cloison. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi. Et ce que j'ai vu à cet instant, c'était effroyable. Seigneur, des os partout. Un sentiment d'horreur inimaginable m'a pris en voyant de nombreux squelettes éparpillés. La lumière éclairait de petits ossements sur le sol. Des lambeaux de papier portant des inscriptions incompréhensibles parsemaient l'endroit. Il devait avoir le reste de 20 ou 30 enfants. Ma peur a continué de grandir, tandis que je réalisais que les crânes étaient manquants. Un squelette en particulier avait attiré mon attention. J'étais dans un état secondaire quand j'ai vu ce qui ressemblait fortement à des traces de morsure sur le petit avant-bras. Je m'attendais à entendre un bruit sourd en tombant sur le béton. Au lieu de ça, j'ai entendu un son creux. J'ai regardé pour voir sur quoi j'avais atterri. C'était une trappe. J'ai essayé de trouver à nouveau du courage. J'ai surmonté ma peur et je l'ai ouverte. Elle menait à un tunnel sombre, un vide sanitaire qui pouvait à peine faire tenir une personne couchée sur le ventre. L'odeur d'humidité qui s'en échappait était répugnant, mais je savais ce que je devais faire. Avant même d'être conscient de ce que mes muscles faisaient, je m'étais retrouvé à ramper dans l'obscurité, me dirigeant vers Dieu sait ce qui se trouvait à l'autre bout. J'ai levé les yeux en apercevant un peu de lumière dans les ténèbres. J'ai sorti ma tête prudemment et à ma grande surprise, le tunnel conduisait à l'autre bout de l'escalier. Je suis sorti du tunnel pour me retrouver dans le coin du sous-sol. J'étais face à un sèche-linge couvert par des années de poussière. Tout ça me plongeait dans la confusion, mais avant que je puisse former une pensée cohérente, les lumières s'étaient éteintes dans le sous-sol. Mon cœur s'est serré quand j'ai commencé à entendre quelqu'un descendre les escaliers. Il était en train de marcher lentement mais sûrement, et ça voulait dire que je n'étais plus seul. À chaque pas, mon cœur s'arrêtait de battre. C'est là que j'ai commencé à entendre des chuchotements incompréhensibles qui m'étaient familiers. Mes souvenirs d'une enfance perdue sont soudainement revenus en masse. J'avais peur que la pénombre ne me cache pas convenablement de ce qui approchait. Je me suis alors recroquevillé derrière le sèche-linge. Je voulais prendre aucun risque qu'il me trouve et j'étais tétanisé par la peur. La panique grandissait en moi. Qu'est-ce que j'allais faire s'il découvrait que son repère avait été révélé? Alors que je réfléchissais à des options, des cris ont éclaté. Je parle de cris, mais rien ne pourrait réellement décrire ce que j'ai entendu. Le bruit qui venait de briser le silence de la cave était si glaçant, surréaliste, il défiait toute description. Il savait que quelqu'un avait découvert son sanctuaire. En un rien de temps, j'étais déjà dans les escaliers, en train de courir et fuir pour ma vie. J'ai couru à ma voiture trop effrayé pour me retourner. Tous mes muscles étaient presque paralysés. J'ai ouvert la portière et j'ai tourné la clé dans un mouvement rapide. Alors que ma voiture démarrait sous la lumière des lampadaires, l'ombre est tombée sur ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai roulé le plus vite possible pour arriver au commissariat le plus proche. Quand je suis arrivé, j'ai tenté d'expliquer à l'officier ce qui venait de se passer. Un mois a passé depuis le lendemain de ma découverte. La police a lancé une enquête et a rapidement fait une découverte macabre. J'ai été remercié par la police et la communauté pour ce que j'avais trouvé. Ils allaient être en mesure de mettre fin à plusieurs avis de recherche pour disparition. Cependant, ils n'ont pas été en mesure de trouver l'auteur de ces crimes odieux. Ils ont commencé à analyser l'ADN des ossements. Un profond sentiment de soulagement m'a envahi lorsque j'ai reçu un appel. L'appel qui m'informait que les petits squelettes appartenaient à Jonathan. J'ai partagé les nouvelles avec mon père et son regard s'est illuminé. Le fardeau qu'il avait porté pendant tant d'années s'est élevé. Nous nous sommes embrassés, les larmes plein les yeux. Toutefois, le soulagement a été pour moi de courte durée. La pensée qui me tient éveillé la nuit, c'est de savoir que cette chose est encore en liberté. La question qui empoisonne mon esprit, c'est de savoir pourquoi ce monstre a fait ça. Malheureusement, jamais je le saurai. Alors ici, j'attends vos avis concernant cette histoire dans les commentaires, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Ce genre de thread un peu thriller, j'aime énormément, c'est rempli de mystères. On essaie à chaque fois de trouver des réponses, on s'imagine plein de scénarios, et à la fin, on est surpris par une putain de chute. Là, on a eu clairement affaire à un psychopathe qu'ils n'ont jamais retrouvé. La question que je vais vous poser ici, est-ce que vous vous attendiez à une telle chute? Répondez-moi honnêtement, j'attends vos réponses. Sur ce, continuons avec la prochaine histoire. Tout a commencé par un craquement. Un léger craquement derrière la porte de mon placard. C'était la nuit de mon 6e anniversaire.
et j'avais eu comme cadeau une poupée. Sans trop savoir pourquoi, j'éprouvais une fascination morbide pour Cassandra. C'était le nom que j'avais donné à ma poupée. Je l'aimais et la détestais à la fois. C'était vraiment très étrange comme sentiment. Ses gros yeux vitreux sans sourcils étaient effrayants. Et que dire de son sourire, si grand qu'il touchait ses 2 oreilles, cachées par des longs cheveux noirs. Elle avait aussi un petit nez ridicule et des petites taches rouges sur les joues. Sa robe grise lui ajoutait une allure adorablement macabre. On appelait ce modèle la poupée rieuse, car il suffisait de toucher une partie de son corps afin de l'entendre rire. On n'était qu'au début de l'ère des poupées rieuses, et il était un peu normal que dans le rire enregistré, dans l'interface interne du modèle ne soit pas vraiment fidèle à un rire humain. C'était plutôt une suite de rires maléfiques. Mes parents étaient pauvres, j'étais très étonnée et très heureuse d'avoir un tel cadeau. Même si j'ai remarqué que la poupée n'était pas neuve, car sous sa robe, j'ai découvert comme des fissures sur sa peau bleu pâle. Je n'avais pas beaucoup d'amis à cette époque, donc j'emmenais Cassandra partout avec moi, même à l'école. Son petit format me permettait de la cacher au fond de mon cartable. Et puis un jour, son petit rire métallique s'est déclenché dans la classe. Tout le monde a ri, sauf moi et la maîtresse, Madame Bertrand. Une femme colérique que je détestais. Pour ne rien arranger, le rire de Cassandra était complètement détraqué. Elle n'arrêtait pas de rire encore et encore. La maîtresse a trouvé la poupée et m'a ordonné de la faire taire sur le champ. J'étais morte de honte, mes mains tremblaient en cherchant les piles sur son dos, et mes larmes gonflaient et coulaient sur mon visage. Je l'ai secouée plein de fois, mais la poupée continuait de rire. En colère, la maîtresse me l'a arraché des mains et je l'ai jeté par terre. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte écrasée par un pied. Pour finir, elle l'a ramassé et l'a brandi devant mon visage. Elle a crié 3 fois d'affilée, confisqué, confisqué, confisqué. C'est à ce moment-là que j'ai vu la tête brisée de ma poupée. Ses yeux étaient comme crevés et une fracture séparait son front en 2. À la suite de cette histoire, mes parents ont été convoqués en fin d'après-midi. J'ai pris 2 claques par mon père et une par ma mère. Cette dernière m'a promis de ne plus jamais m'acheter de poupée. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'endormir, puisque je n'avais plus Cassandra pour me protéger des méchants imaginaires qui vivaient dans mon placard. En pleine nuit, j'ai cru entendre son rire métallique. Je me suis réveillé en sursaut. Des chiens aboyaient furieusement au loin, mais sinon, ma chambre était silencieuse. Mais alors que je tentais de me rendormir, j'entends un bruit au creux de mon oreille. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Une voix angoissante me répétait toujours les mêmes mots. Puis il y a eu ce rire, un rire dément, métallique, si fort que j'ai fini par crier en me bouchant les oreilles. Mes parents étaient fâchés contre moi, et aucun d'entre eux n'est venu pour me rassurer. Ce rire m'a semblé durer une éternité, puis il s'est arrêté d'un coup, laissant la place aux aboiements des chiens. Assise sur mon lit, essoufflé, le cœur battant, je regarde la pénombre dans ma chambre. Les volets filtraient la pâle lumière de la lune, et tous mes meubles semblaient gris. J'ai entendu un léger craquement derrière la porte de mon placard, puis un second, toujours aussi bref, puis un troisième, espacé d'un rire métallique, et d'autres, encore et encore, d'autres rires, plein de craquements qui me faisaient sursauter. C'était affreux, j'avais l'impression qu'une mâchoire monstrueuse mâchait des os derrière la porte de mon placard. Puis quand j'ai cru que cette hallucination auditive était terminée, la poignée a cliqueté en tournant très doucement, la porte s'est ouverte par à coup. C'était si effrayant que mon cri est resté coincé dans ma gorge. J'ai sauté du lit et je me suis réfugié en dessous. Je ne saurais dire combien de temps j'y suis resté. Je claquais des dents, je regardais l'ouverture du placard qui était située qu'à 2 mètres de mon lit. Un pied blanchâtre est apparu, un pied squelettique, aussi grand que mon bras. Il s'est enfoncé dans la moquette avant de sautiller autour du lit, puis vers le fond de la chambre où j'ai aperçu la maigreur d'une jambe. Mon cœur battait si fort que je l'entendais cogner dans mes tympans. Je priais toutes mes forces que cette horreur s'en aille, mais elle a sautillé jusqu'à mon lit, puis a disparu. Enfin, c'est ce que je croyais, avant que mon matelas s'enfonce juste au-dessus de ma tête. Le monstre bondissait sur le lit. Le matelas s'est enfoncé plusieurs fois, me touchant le visage, le ventre et les jambes. Il devait avoir plusieurs pieds, car le lit se déformait à plusieurs endroits en même temps. Et là, d'un coup, plus rien. Tout s'est arrêté. Le silence est revenu, hormis ce claquement de dents qui sortait de ma bouche. La porte du placard a claqué sèchement. Le monstre était reparti. Toutefois, je n'avais pas vu le pied sautiller jusqu'à lui. Et j'ai attendu de longues minutes avant de bouger un cil. J'étais trempé d'une sueur glacée. Mes muscles me faisaient mal. J'avais l'impression qu'on avait jeté mon corps entier dans un puits. Au moment où je voulais m'enfuir jusqu'à la chambre de mes parents, de longs cheveux noirs ont stoppé mon élan. Mon matelas s'est mis à bouger. Le monstre a doucement baissé la tête. Ses longs cheveux noirs s'entortillaient sur la moquette, puis un front blanchâtre est apparu. Sa texture et sa teinte m'ont fait penser à une peau collée avec du caoutchouc. C'est assez difficile à expliquer. Il aurait fallu une photo, vraiment. Et ses yeux, jamais je n'oublierai ses yeux crevés. C'était juste effroyable. La porte de ma chambre s'est brusquement ouverte. Ma mère a crié, puis je ne sais plus trop ce qui s'est passé. Je me souviens juste de petits rires métalliques et de craquements effroyables. En état de choc, je ne suis pas retourné à l'école pendant plusieurs jours. D'autant plus que j'étais très inquiet de l'état de santé de ma mère. Elle a été transportée à l'hôpital avec de graves blessures. Des membres brisés et un pied arraché. Mon père n'a jamais été le plus courageux des hommes, et la police, alertée par les voisins, l'a retrouvé inconscient près du corps de ma mère. Il a été accusé de tentative de meurtre. Ma pauvre mère a perdu la raison. Elle n'a jamais pu témoigner en sa faveur. Quand j'allais la voir à l'hôpital, elle était souvent agitée.
Elle criait dès qu'elle voyait une poupée à la télévision au-dessus de son lit. Parfois, elle hurlait en me regardant, comme si j'étais responsable de son état. Les policiers m'ont interrogé plusieurs fois et aucun n'a cru à mon histoire de poupée au visage brisé. Mais qui croirait une fillette de 6 ans? Pourtant, si la police m'avait prise plus au sérieux, la maîtresse ne serait peut-être pas morte la nuit suivante. Son meurtre n'a jamais été élucidé. Un peu plus tard, j'ai trouvé un petit mot dans mes affaires d'école. La carte était sale, pleine de traces de suie et une écriture tremblante qui disait ceci. Tu veux jouer avec moi? Même aujourd'hui, à l'heure où je termine de raconter mon histoire, je revois toujours le visage brisé du monstre, ses longs cheveux noirs, ses yeux crevés. Parfois, au milieu de la nuit, j'entends le petit rire métallique de ma poupée. Et parfois aussi, près de mon lit, le craquement de ses genoux. Voici l'histoire d'une poupée maudite, et c'est pas la première que j'entends. Mais à chaque fois, je vous promets, ça me donne des frissons. Je me dis, mais ce genre d'histoire, est-ce que ce serait pas possible finalement? J'aimerais bien avoir vos avis concernant les objets maudits, que ce soit des colliers, des bijoux ou des poupées. De savoir ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes sceptique ou pas. À travers le temps, on a toujours entendu parler de phénomènes étranges qui sont produits suite à la possession d'objets. Des morts inexpliquées qui restent sans réponse. Aucune réponse suite à des objets transmis de génération en génération. Comme ce fameux bijou là, que vous connaissez. Le diamant bleu, qui d'un propriétaire à un autre causait des morts inexpliquées. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que moi, jamais j'irai acheter une vieille poupée, surtout si elle m'appartient pas, jamais de la vie. Et c'est pareil pour toutes sortes d'objets qui ont appartenu à des gens. Franchement, sans façon. Vous faites ce que vous voulez, moi je préfère même pas prendre le risque. Mais bon, soyez prudents, au lieu d'offrir une poupée à votre enfant, offrez-lui une batte de baseball, comme ça il pourra se défendre tranquillement. Y a que ça de vrai, et vous le savez. Putain, je suis vraiment un gros malade avec ma batte de baseball, hein. Bref, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous êtes encore là, ce que je vous propose, c'est de venir sur mon Instagram Mogota-sama, car j'ai une question pour vous. Si t'avais 1 million d'euros là, maintenant, qu'est-ce que tu ferais avec? J'aimerais bien savoir. Je vous attends, comme ça on pourra aussi bien se connaître. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.